Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus en allant en Tanzanie et plus précisément à Dar es Salaam où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé au sommet africain sur l'énergie. Explication. Le sommet africain sur l'énergie, nommé Mission 300, s'est tenu du 27 au 28 janvier 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, avec une mission claire, connecter 300 millions de personnes au réseau électrique d'ici 2030. Ce sommet est co-organisé par la Tanzanie, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Union africaine a rassemblé des chefs d'État et des représentants du secteur privé et des philanthropes pour aborder le défi énergétique que représente l'Afrique où 83% des personnes sont sans électricité dans le monde vivant. L'Afrique fait face à une crise énergétique qui affecte l'éducation, la santé, l'égalité des genres, la croissance économique. L'absence d'électricité entraîne l'utilisation des méthodes de cuisson traditionnelles, responsables de 600 000 décès annuels, principalement chez les femmes et les enfants, et contribuent à la déforestation. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné d'une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, notre ambassadeur en Tanzanie, mais résident au Kenya, Yassine El-Mibouh, notre représentant de l'Union africaine, également ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mohamed Haïbi, et de sa conseillère diplomatique, l'ambassadrice Fathia Jamal-Oudine. Pour répondre à cette urgence, le sommet a proposé des solutions combinant l'extension des réseaux nationaux, l'installation de mini-réseaux solaire, l'adoption des systèmes décentralisés avec une cible de 50% de nouvelles connexions via ces méthodes pour les zones rurales. Les chefs d'État ont insisté sur la nécessité de réformes pour attirer les investissements, notamment en stabilisant les devises, simplifiant l'acquisition des terres et en garantissant des politiques tarifaires prévisibles. Également dans l'actualité, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh participe à la retraite stratégique de la Banque mondiale. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait pris part à Haïla Grand Hotel, la retraite annuelle de la Société internationale des finances, branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Cette rencontre annuelle de l'IFC de la Banque mondiale se tient pour la première fois à Djibouti, où plus de 480 participants, parmi eux figurent décideurs influents, des experts aguerris de la finance internationale, se sont réunis. Cette réunion annuelle de la branche de la Banque mondiale à Djibouti illustre clairement la montée en puissance de ce petit pays de la Corne d'Afrique, perçu comme un acteur du développement clé économique régional. Au cours de cette rencontre annuelle, l'IFC, la branche du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, les membres du bureau de la Banque mondiale ont annoncé leur détermination à soutenir la croissance durable du secteur privé à Djibouti, en contribuant à accroître l'accès au financement des petites et moyennes entreprises et en renforçant le commerce régional et la sécurité alimentaire, grâce à une meilleure logistique, la chaîne d'approvisionnement au principal port du pays. L'IFC, en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque centrale de Djibouti, contribuera à moderniser et à enregistrer des garanties mobilières destinées aux institutions financières afin d'accroître l'accès au financement des PME du pays. Des nombreuses petites entreprises à Djibouti, en particulier celles détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs, fonctionnent de manière informelle. À travers cette rencontre annuelle qui a duré une semaine à Djibouti et a permis aux différents hauts responsables de Djibouti, de la Banque mondiale, à tracer des ambitions de Djibouti pour diversifier les différentes ressources du pays, pour entendre un modèle de transformation économique pour le reste du continent. Cette dynamique s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Nous allons maintenant à Diridawa, la ville qui a organisé une cérémonie dédiée au Her Issa.
Une cérémonie historique et riche en couleurs s'est tenue au grand stade de la ville de Diridawa. Cette grande cérémonie marquant les festivités du Her Issa, reconnu comme patrimoine immatériel au sein de l'UNESCO, a été symbolique à plusieurs titres. D'abord, elle a réuni des délégations venues des pays de la Corne d'Afrique, notamment Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Les gradins du stade remplis des milliers de personnes rythmées aux chants et danses traditionnelles conçus pour l'occasion. Côté djiboutien, le nom de la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumin Assoué. Côté éthiopien, c'est le président de la région Somalie d'Éthiopie, Mustafa Mohamed Omar, qui était présent. De la communauté Issa, Mustafa a honoré de sa présence à cette cérémonie qui est la consécration des années de travail et qui a son apogée reconnu comme un patrimoine immatériel de l'Agence des Nations Unies pour la culture et l'éducation, sous son acronyme l'UNESCO. Venus des quatre coins de la région, les artistes ne sont pas en reste, et encore moins les artistes nationaux qui sont venus en nombre pour célébrer dans la joie et l'allégresse cet événement historique du Her Issa. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation passe vers un avancement des technologies numériques de la cybersécurité pour la Corne de l'Afrique. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation a organisé au Red Sea International Hotel un événement majeur en faveur de l'avancement des technologies numériques et de la cybersécurité pour la Corne d'Afrique. Cette initiative vise à renforcer la coopération régionale dans le domaine du gouvernement numérique, de la transformation numérique et de la sécurité en ligne. La cérémonie a regroupé des autorités de la Djibouti, du Kenya et de la Somalie. La cérémonie est présidée par le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, et le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, M. Ibrahim. La conférence, qui a réuni des ministres, des experts en technologie et des responsables d'innovation de plusieurs pays de la région, a été marquée par des discussions approfondies sur les défis et les opportunités liées à l'implantation des infrastructures numériques et la lutte contre les cybermenaces croissantes. Elle s'inscrit dans une vision commune de renforcer la résilience numérique des pays de la Corne d'Afrique et de favoriser la coopération régionale dans un domaine stratégique. L'événement a également permis de présenter des solutions innovantes en matière de sécurité, des données et de bonne gouvernance numérique, ainsi que de poser les bases d'une feuille de route régionale pour le développement durable des infrastructures numériques et de la mise en place des politiques de cybersécurité robustes. Dans la journée du 28 janvier 2025, un catamaran dénommé Spirito del Stelo est arrivé à Djibouti. À son bord, un équipage majoritairement en situation de handicap. La direction générale de la garde-côte 6 à Escale a abrité la cérémonie officielle d'accueil du nouveau catamaran Spirito del Stelo, un symbole de notre engagement à promouvoir l'inclusion et les échanges culturels à travers des initiatives maritimes. Cet événement marque une étape importante pour renforcer les liens entre les communautés locales et internationales, tout en favorisant le partage des valeurs humaines et culturelles. Le catamaran Spirito del Stelo est bien plus qu'un simple navire. Il incarne la vision d'un monde ouvert, connecté, où les différences sont une richesse, où l'échange d'idées et de traditions se fait dans le respect mutuel. Le catamaran, le Spirito del Stelo, a effectué un grand voyage étalé sur 3 ans autour du monde. Ce grand voyage a débuté en 2023 et prendra fin à la fin de l'année 2025 et en effectuant des arrêts en 80 jours et 80 pays dans le monde, dans la République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, cette fois, en ce qui concerne l'Union européenne qui soutient le cessez-le-feu à Gaza. L'Union européenne soutient le cessez-le-feu à Gaza et annonce l'envoi d'une mission de sécurité à Rafah. Lors d'une réunion tenue à Bruxelles, la capitale de Belgique, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont exprimé leur soutien au cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tout en insistant sur la nécessité d'intensifier les efforts pour parvenir à un accord durable. À l'issue de la rencontre, ils ont souligné l'importance de renforcer cette trêve par des mesures humanitaires et sécuritaires, visant notamment à faciliter l'acheminement, l'aide humanitaire dans les zones affectées et à garantir la protection des civils. Dans ce cadre, les ministres ont annoncé la mise en place d'une mission de sécurité européenne qui sera déployée aux postes frontières de Rafah. Cette mission aura pour objectif de faciliter l'entrée de l'aide alimentaire et de soutenir l'évacuation des blessés nécessitant un traitement à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères italien a précisé que son pays participera à cette mission en coopération avec l'Espagne et la France sur l'importance politique de la présence des grandes puissances européennes à Rafah. Et ce constat alarmant, 242 millions d'enfants ont été déscolarisés en cette année 2024. Les causes dans cette séquence. Au moins 242 millions d'élèves dans 85 pays ont vu leur scolarité perturbée en 2024 par des phénomènes climatiques extrêmes. D'après une analyse du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le rapport intitulé Interruption des apprentissages, aperçu mondial des perturbations scolaires liées au climat en 2024, publié en vendredi dernier à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, examine l'impact des aléas climatiques sur les enfants et leur scolarité. L'UNICEF
pointe plusieurs causes, les vagues de chaleur, les cyclones tropicaux, les tempêtes et les inondations ou encore les sécheresses. Ces événements ont contribué à exacerber une crise de l'apprentissage. Un enfant sur 7 a vu sa scolarité interrompue en 2023 à cause des phénomènes climatiques extrêmes. D'après l'UNICEF, l'organisation appelle à renforcer la résilience des écoles face aux aléas climatiques. Et pour clore ce focus, nous allons parler de la CAN 2025 où les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. La suite dans ce commentaire avec Samater Saïd. À Rabat, la capitale du Maroc, a eu lieu le tirage au sort du groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pays organisatrice et demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, Maroc est dans le groupe A, en compagnie des Comores, du Mali et de la Zambie. Dans le groupe B, l'Égypte de Mohamed Salah, Omar Marchouk, qui court après un succès continental depuis 2010, évoluera face à l'Afrique du Sud, l'Angola et la Zimbabwe. Finaliste de la dernière CAN, le Nigeria se trouve dans le groupe C, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Le Sénégal, lui, est dans le groupe D avec la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Dans le groupe E, l'Algérie retrouvera le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et enfin, dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, évoluera face au Cameroun, au Gabon et au Mozambique. La phase de poule aura lieu du 21 au 31 décembre prochain, avec le Maroc qui ouvrira le bal face aux Comores. À Rabat, la grande finale aura lieu le 18 janvier 2026. Et c'est ainsi que se referme ce focus de la semaine. Merci de votre fidélité. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.